Bonjour, lundi 4 mai 2020 et ma petite vidéo s'intitulera La mort statistique et puis l'autre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, et je le vois en tout cas autour de moi, beaucoup d'informations nous sont distillées sur ce qui se passe, sur ce que c'est un virus, sur comment ça marche, pourquoi confinement, pourquoi on nous dit de pas porter de masque et puis on nous dit ensuite il faut en porter et on comprend que c'est un problème d'approvisionnement, que c'est un problème de destruction d'anciens stocks, de distribution, qu'on est dans un monde capitaliste et ceux qui ont beaucoup d'argent vont pouvoir rafler les masques et puis les revendre au prix fort à d'autres et ainsi de suite. Ça s'appelait l'accaparement autrefois, il faudrait encore l'appeler comme ça. On comprend plein de choses sur le mécanisme des choses. Et puis on nous parle de l'après-Covid-19, comment est-ce qu'on va pouvoir changer le monde. Et les uns disent il faudrait faire ça, et puis les autres disent oui mais ça va être très compliqué, comment voulez-vous. Ou d'autres ajouteront d'un air un peu sinistre, les rapports de force vont encore empirer dans le sens de ceux qui décident déjà des choses. Donc il n'y a pas de raison que si ça aille dans une direction, ce ne soit pas pire encore et ainsi de suite. Et on vous explique beaucoup de choses, on essaye, voilà, le monde se divise en deux camps. Et pour le moment, il faut se tourner vers les États-Unis parce que c'est très très simple. Euh, Aux États-Unis, ça se divise, les opinions se divisent en deux, en républicains et en démocrates, donc c'est très simple. Les démocrates disent qu'il faut d'abord sauver les vies humaines, ils disent comme Robespierre, une économie sans gens vivants autour, bah, ça n'existe pas, donc il faut d'abord réunir les conditions pour qu'on puisse avoir une économie. Les autres disent, mais enfin vous êtes complètement barjot, vous n'avez pas compris que le monde se divise en deux parties. Il y a ceux qui vont mourir d'une épidémie, et puis il y a ceux qui vivent de l'économie. C'est pas les mêmes. On est dans le monde comme dans le monde, c'est quoi la machine à remonter le temps de H.G. Wells, où il y a comment ils s'appelaient, je ne sais plus comment s'appelaient les uns, s'appelaient les Morlocks et les autres s'appelaient je ne sais plus quoi, et donc divisés en deux populations, un thème repris après dans le film Elysium et ainsi de suite. Il y a ceux qui vivent de l'économie et il y a ceux qui vivent de leur vie. On disait autrefois les prolétaires, ça veut dire que leur seule ressource c'était d'avoir des enfants qui puissent se mettre au travail aussi. Et voilà. Donc le monde se simplifie très fort. Mais l'ennui, c'est que pour nous, c'est que c'est pas entièrement séparé et que ceux d'en face essayent de nous imposer des choses. Et du camp d'en face, voilà, de ceux qui disent d'abord l'économie, le reste on verra bien s'il y a des gens qui survivent, il y a l'utilisation systématique de ce que j'appelle, je vais l'appeler la fallace de l'escabeau ou l'argument de l'escabeau. Et vous le connaissez, c'est si on vous dit oui, mais il y a tant de gens qui peuvent mourir de ceci ou de ça, on vous répond oui, mais vous oubliez qu'il y a 83 personnes qui meurent chaque année en tombant d'un escabeau, ou bien en glissant dans leur douche, ou bien en n'arrivant plus à sortir de leur baignoire, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on vous envoie un petit chiffre dans les gencives en disant mais taisez-vous, parlez pas de la mort parce que il y a des choses qui se passent de manière tout à fait bizarre. Alors, il y avait le fameux conte de Edgar Poe, L'Ange du bizarre. Je crois que ça commence par le fait qu'il lit un fait divers où un type qui essayait de lancer une aiguille avec une sarbacane avait aspiré au lieu de cracher et que quelqu'un disait oui mais vous savez ce genre les gens qui avalent plutôt l'aiguille plutôt que la cracher dans une sarbacane, ça arrive plus souvent qu'on imagine. Et ce qu'il y a, c'est que bon, un certain nombre de gens sont prêts pour la valace de l'escabeau, pour l'histoire de la sarbacane. C'est les gens qui, comme moi, ont fait leur vie dans la gestion du risque dans des entreprises, qui ont dû travailler sur des modèles mathématiques. Ils ont l'habitude, ça fait des années qu'ils ont entendu l'argument de l'escabeau. Oui, mais le calcul que vous faites ne sert à rien, etc. Si, il faut faire les calculs, si on veut calculer le risque, si on veut calculer le montant d'une prime d'assurance, il faut savoir calculer quel est le risque réel, et ainsi de suite. Alors c'est très délicat parce que, bon, je vais vous donner un exemple. Les gens subprime aux États-Unis, les emprunteurs subprime pour le logement, voilà. Il se faisait que c'était aussi des gens qui réclamaient beaucoup plus d'argent des assurances
Alors, on peut dire c'est parce qu'ils sont pauvres et donc par conséquent, par exemple, leur logement aura plus de chances de cramer. Ça peut être aussi parce que s'ils ne payent pas leur, euh, leur retraite en disant que c'est parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Ça peut être aussi des gens qui vont essayer de trouver un peu d'argent en essayant d'escroquer une compagnie d'assurance, etc. Si on entre dans les motivations, à ce moment-là, on se perd en route. Et là, aux États-Unis et dans les autres pays, il y a des lois qui vous interdisent de faire certains calculs, d'aller chercher un certain type d'informations, etc. Non pas parce qu'on veut saboter le calcul du risque par les gens pour qui ça compte, c'est-à-dire qui font un business où le risque est quelque chose qu'il faut mesurer si on ne veut pas capoter entièrement. Il y a des lois qui vous interdisent. Pourquoi? Parce que c'est une manière, trouver tel chiffre, c'est une manière de stigmatiser tel ou tel groupe, parce que les gens vivent dans des quartiers bien particuliers, c'est vrai dans à peu près partout, que si vous regardez voilà, le code postal, vous pouvez avoir déjà une indication. Et si vous avez une indication sur à partir du code postal, vous en aurez une sur la prédisposition à non ou à rembourser un prêt, à éventuellement réclamer des sommes importantes à des compagnies d'assurance, etc., etc. Et aux États-Unis en particulier, les règles sont extrêmement strictes qui rendent la vie voilà, du calcul de risque extrêmement compliqué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'argument de l'escabeau, c'est que quand on a commencé à parler voilà, d'un coronavirus, d'un Covid-19, qu'on appelle maintenant SARS aussi, SARS-CoV-2, si j'ai bon souvenir, il y a des gens qui tout de suite qui vous ont dit oui c'est une grippette, oui bon bah, il y a toujours des gens qui meurent l'hiver parce qu'ils sont vieux, etc. Et l'argument traîne toujours, oui mais les vieux ceci, les vieux cela, etc. Donc c'est une affaire de vieux. Et ainsi de suite. Ça marchait au départ, tant que la courbe de gens qui mouraient du coronavirus restait dans les environs effectivement d'une grippe saisonnière, l'argument pouvait tenir éventuellement. Celui qui ne tenait pas, c'était de comparer les chiffres sur une semaine pour les gens qui mouraient du coronavirus, de ceux qui mouraient sur une année des accidents d'auto et des machins comme ça. Mais là, comme je l'ai dit, c'est une question, et ça c'était, voilà, c'est Marc Alizar qui a fait cette remarque, et je l'ai déjà mentionné plusieurs fois. Être climato-sceptique, c'est pas être quelqu'un qui est dans un débat politique, c'est quelqu'un, pardon, qui est dans un débat scientifique, c'est quelqu'un qui est dans un débat politique, qui appartient à un parti politique. Et l'histoire de la grippette, l'histoire de l'argument de l'escabeau, là aussi, c'est pas un argument scientifique, d'abord plus c'est faux, mais c'est un argument de type politique. C'est sont les gens qui sont affiliés à certaines opinions politiques qui défendent ce point de vue. Mais donc, ça rendait la vie plus difficile aux scientifiques au départ, tant qu'il n'y avait pas plus de morts que de la grippe saisonnière. Et puis tout à coup, bon, ça a commencé à monter, on a vu que ça dépassait, ça a attiré l'attention, il y a le commentateur Nicodemus sur le blog a remarqué du coup qu'il y avait déjà des choses très bizarres en 2007, 2018, 2019. Il y avait déjà des morts qui ne ressemblaient pas à de la grippe saisonnière dans les hivers 2017, 2018, 2019. Est-ce qu'il y avait déjà un règlement qui se mettait en place? C'est la question qui posait et qui serait intéressant de résoudre. Mais ça a attiré l'attention de tout le monde parce qu'on a vu ça discuter à la télé, parce qu'on parle dans le journal, parce qu'on voit ça ça circule sur les réseaux sociaux, cette idée que oui, mais on oublie qu'il y a toujours un certain nombre de gens qui meurent voilà, de manière statistique, si on peut dire, en arrière-plan. C'était le fameux argument de Émile Durkheim au tout début du XXe siècle, dans son livre sur le suicide. Rien ne semble être une décision plus personnelle que de se suicider ou non. Et pourtant, il y a en France toujours, je sais pas, je vais dire un chiffre au hasard, 0,7% de la population qui se suicide chaque année. Comment est-ce possible? Et là, j'en ai parlé récemment à propos d'une analyse que j'avais faite avec Sir Edmund Leach d'un système de parenté Mergin. J'avais parlé de ce qu'on avait découvert, Geneviève Delbos et moi, qui avait une forme de la famille tout à fait particulière dans deux villages distants, peut-être de 25 km
un vol d'oiseau, et que l'explication, c'est dans le mode de production, c'est dans la manière dont on vit, c'est la vie économique, que là, pour l'un, il faut... à Watt, il fallait réunir le nombre de fils nécessaires sur un bateau pour le faire marcher comme une unité économique, qui puisse aussi alimenter les femmes qui ne vont pas en mer, les filles, la mère, etc., qui s'occupent elles d'une vache et des petits champs, etc., du jardin, de faire la lessive. Dans les ménages de pêcheurs, faire la lessive, c'était un gros truc. Il fallait la faire tous les jours avec des vêtements, voilà, des vêtements solides. Et ainsi de suite. Et alors que dans le village de Mesquer, village de Paludier, la famille avait une forme tout à fait différente. Pourquoi? Parce qu'elle était liée au marais salant. Et qu'un marais salant, c'est une structure très compliquée qui peut faire vivre une famille dans les bonnes années, mais qu'on ne peut pas diviser. Et voilà, il faut le transmettre. Et à l'époque, on transmettait ça uniquement à un homme. Alors, il y a des choses qui sont d'ordre statistique, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'arrière-plan, et nous avons commencé à réfléchir à ça. On nous a attiré notre attention. Oui, il y a toujours des gens qui meurent. Oui, il y a toujours des saisons où les gens meurent davantage. Oui, à telle saison, on meurt davantage de ceci que de cela. Pourquoi? Vous avez entendu parler maintenant de cette notion de conditions préexistantes. Voilà, parce que plus on est vieux, plus en général il y a des choses, déjà des chroniques qui se dessinent en arrière-plan. Et si vous avez déjà 2 ou 3 de ces trucs, il ne faudra pas grand-chose pour vous faire disparaître. Mais on découvre aussi des tas de choses auxquelles on ne pensait pas. Par exemple, le fait d'avoir eu la grippe, une grippe de type classique, et d'en être rescapé, ça ne vous diminuait pas de manière considérable par rapport au reste. Et par rapport au reste de votre santé. Et quand vous mouriez d'une grippe saisonnière, vous étiez déjà quelqu'un de très abîmé. Et qu'est-ce que ça vous faisait perdre? C'est l'argument, voilà, de l'argument aussi du genre escabeau. Oui, mais de toute façon, c'est des vieux qui n'avaient plus que 3 mois à vivre. Oui, ça c'est peut-être vrai pour les gens qui mouraient de la grippe saisonnière. Or, qu'est-ce qu'on a trouvé ces jours-ci en commençant à analyser et vous allez voir, ça va devenir de plus en plus à la une des journaux, ça va cesser d'être juste des articles scientifiques qui circulent comme ça en arrière-plan, c'est les 10 ans. Ça fait perdre 10 ans. Les gens qui devaient mourir à 83, qui devaient mourir à 83, ils sont morts à 73. Les gens qui devaient mourir à 93, ils sont morts à 83. Mais ça a l'air de marcher pour tout le monde. Voilà, les gens qui avaient déjà des conditions préalables et qui auraient peut-être pu mourir à 45 ans, ils meurent à 35. Et non seulement de ça, mais l'argument ça c'est pour les morts, mais l'argument des 10 ans semble jouer aussi pour les vivants. L'avoir eu, on ne récupère pas. On ne récupère pas de manière suffisante et on vieillit d'un coup, comme on disait autrefois. On vieillit d'un coup. Quelqu'un qui l'attrape à 33 ans, il a de fait 43 ans dans son corps. Celui qui avait 43 ans, quand il l'attrape, il a 53 ans. Celui qui a 83, il a 93 et ainsi de suite. Ça joue comme ça aussi. Pourquoi? Parce que, on l'a compris, ça s'attaque maintenant, on a vu que ça s'attaquait, le virus, il s'attaque à l'enveloppe des vaisseaux sanguins, les petits comme les gros. Et donc c'est pour ça qu'on voit apparaître ces caillots, qu'on voit apparaître des accidents cardiovasculaires ou des AVC chez des enfants ou chez des jeunes adultes. Ça nous impacte tous de 10 ans. Donc là, on sort des statistiques habituelles. La grippe saisonnière, elle pouvait vous voler de 6 mois. Ici, on vous vole de 10 ans d'un coup. Donc c'est autre chose. Et c'est là que l'argument connecte avec la mort statistique et la mort tout court, la mort à laquelle on pense. Parce que celle à laquelle on pense, en général, c'est essentiellement la sienne, parce qu'on prend des risques, et il vaut peut-être mieux pas, il faut être prudent, etc. Quand l'âge augmente et qu'on commence à attraper des choses, le risque, on a le nez dedans, on vous montre, le médecin vous parle du fait que vous risquez de mourir, et peut-être dans 5 ans, peut-être dans 3 mois, vous avez peut-être eu comme moi la malchance il y a
c'était quoi, il y a un an, quand on m'a donné 1 an et demi, quand on m'a donné un mois et que ça paraissait vraiment pas beaucoup, qu'il fallait vraiment s'organiser. Vous l'avez peut-être vu apparaître dans le thème de mes vidéos et des choses que j'écrivais. À l'époque, la sienne propre, c'est quelque chose de spécial. Et pourquoi c'est quelque chose de spécial? Eh ben parce qu'on en a conscience. Nous pouvons nous faire une vision anticipée du fait de mourir. Et Jean-Jacques Rousseau nous disait que voilà, peut-être davantage encore que la musique ou le langage, la chose qui nous distingue des autres animaux, c'est que nous avons assez rapidement, ça nous vient, on nous l'explique, une représentation de notre mort, sinon prochaine, un jour. Voilà. Et là aussi, notre représentation est en train de changer. Je m'étais amusé, vous savez, si vous regardez un peu mes billets, mes vidéos, parfois je fais de la provocation, mais c'est jamais de la provocation gratuite, c'est pour provoquer quand je le fais, c'est pour provoquer une discussion qui pourrait être intéressante. Et j'avais repris, dans un article qui est un article sérieux, mais qui donnait des intentions coronavirus. Il fait ceci pour cette raison-là, et il parvient à contourner parce qu'il essaie de contourner le système immunitaire, etc. Et bien entendu, si on nous dit que ce n'est pas à proprement parler vivant, un virus, c'est difficile d'imaginer qu'il ait une volonté en arrière-plan. Mais là, il y avait quelqu'un qui avait tout de suite attiré mon attention dans un petit mail qu'il m'avait envoyé. Il m'a dit, vous savez, vous utilisez souvent la découverte de Benjamin Libet, psychologue américain des années 70, qui nous avait montré que la volonté, l'idée que nos intentions, nous avons une intention que nous venons de mettre en acte en la réalisant, et que Libet avait été tombé là-dessus, et des Allemands avaient déjà découvert quelque chose du même ordre, que la représentation d'une volonté, d'une intention que nous avons de faire quelque chose comme ça dans l'immédiat, elle nous vient quand l'acte est déjà en train d'avoir lieu, il est déjà en train de se réaliser. Il avait trouvé, lui, que notre représentation arrivait avec une demi-seconde de retard, et on a refait des expériences pour essayer de vérifier son truc, et parfois on arrive dans certains cas à 10 secondes. La représentation qu'on est en train de faire quelque chose, et parce qu'on a l'intention de le faire, elle nous vient 10 secondes après le fait qu'on ait déjà commencé à le faire. Et ce correspondant dit, et alors votre histoire là, sur la taille des familles, que les gens disent oui, moi on voulait avoir un garçon, voilà, avoir une fille, etc. Et puis qu'on tombe juste à Watt sur les 4 fils qui permettent de faire un équipage, et qu'à Mesquer, on arrête d'avoir des enfants juste dès qu'on a le premier fils, ce qui explique parfois pourquoi le fils vient après 6 filles, parce que voilà, vous connaissez les probabilités, c'est une chance sur 2 à peu près. Et il me dit, mais si vous dites tout ça, ça veut dire que notre volonté, notre représentation de ce que nous faisons, tout ça c'est le ré. Et c'est effectivement, c'est pas très loin de la représentation que j'ai d'un monde entièrement déterministe. Et j'en parlais encore dans cette conférence que je vais vous mettre en ligne, parce que je suis en train de terminer de relire la retranscription que j'ai faite à Lille chez les psychanalystes, et où je parlais de l'argument de René Thom, disant que si nous avons l'impression de vivre dans un monde indéterministe, c'est parce que nous n'avons pas conscience d'un certain nombre de dimensions qui sont là en plus et qui échappent à notre attention. Nous en voyons 4, il y en a sans doute un peu plus, mais dans un univers avec un nombre suffisant de dimensions pour le décrire, nous apercevrions que nous sommes, notre représentation, c'est dans une projection, comme on dit, une projection d'un espace à n dimensions, dans un espace à m dimensions, m étant plus petit que n. Et donc, du coup, moi je viens avec l'histoire suivante. On nous dit oui, mais le virus, il n'a pas vraiment une intention de faire son truc. Ça s'est fait par sélection naturelle. Il s'est retrouvé chez des chauves-souris qui ont un système immunitaire tout à fait extraordinaire. Alors la sélection naturelle a fait que ce sont des virus de plus en plus capables en fait de contourner le système immunitaire des chauves-souris qui se sont trouvés là, parce que sinon ils seraient morts. Et donc voilà, tout ça s'explique comme ça.
Oui, mais si on, voilà. Oui, mais si on applique des raisonnements pavloviens à l'être humain, comme fait la psychanalyse, en disant bon, tout ça c'est des automatismes, oui, bah alors voilà, comme j'avais expliqué dans mon livre Principe des systèmes intelligents, c'est du Pavlov, il faut faire pour faire du freudisme, il faut faire du pavlovisme un peu plus intelligent, c'est-à-dire en ajoutant une dynamique d'affect dans le fond. Mais si vous ajoutez la dynamique d'affect sur un univers de mots et avec un sujet derrière qui va se reconnaître ou non dans ce qu'il entend dire ou de ce qu'elle entend dire, bah voilà, vous avez un truc pavlovien, un truc automatique, un peu plus compliqué et qui donne l'impression que certains sont inspirés, que certains, voilà, qui vous donnent le sentiment que vous êtes dans un bon jour ou dans un mauvais jour parce qu'il y a des humeurs qui se déplacent, des hormones et ainsi de suite. Donc, entre le virus finalement, qui parce qu'il n'a pas d'âme ne sait pas pourquoi il fait exactement ce qu'il fait, et nous, parce que nous avons une âme, nous savons exactement ce que nous faisons. Il n'y a pas, il y a que des gradations, c'est du plus ou du moins. Est-ce que la biche au fond des bois a une âme? Est-ce qu'elle peut se représenter elle-même ce qu'elle fait? Alors, vous savez, dans notre culture, les adultes disent non, non, les animaux, ben voilà, c'est un peu automatique, voilà ce que je viens de dire. Mais les enfants savent que si, les enfants savent que la biche a une âme comme nous, c'est après, c'est un savoir qui disparaît avec l'âge. Et l'âme, bon, l'âme existe peut-être ou non, mais j'entre pas dans ce débat-là. On a, comme disait Laplace, on n'en a pas besoin comme hypothèse. Ce qui fait la différence, c'est la conscience. Nous avons une conscience. Et ça, on ne sait toujours pas exactement comment ça marche. Moi, j'ai lancé une hypothèse, hein, voilà, en 99, dans un article qui s'appelle Le secret de la chambre chinoise. J'ai dit que c'est un dérivé, c'est un artefact du système de mémoire. On n'en a pas besoin en réalité, c'est un truc en plus. Mais il se fait que bon, c'est pas pratique pour nous et en particulier ça nous permet à nous d'avoir une représentation de l'avenir, de se donner des buts, de voilà, de dire on va faire ceci ou ça. Et sur cette histoire qu'il faudrait jamais expliquer en science. Le fait qu'il y ait un but quelque part, que, voilà, que le papillon a une longue trompe, un proboscis pour aller prendre du nectar. On disait oui, non, mais c'est de la sélection naturelle. Oui, mais enfin, bon, c'est à ça que ça lui sert. Et il y avait un truc qui était apparu dans les années 80, si j'ai bon souvenir, qu'on appelait physique qualitative. La physique qualitative nous disait il n'y a pas moyen de faire de la physique sérieuse si on ne met pas les finalités dans le raisonnement, si on ne met pas la cause finale d'Aristote, le but qu'on s'est donné. Et l'exemple qui était donné, il y avait beaucoup d'exemples, mais ils étaient intéressants. Si vous décrivez une machine à vapeur et que vous devez décrire la valve qui permet à la vapeur de s'échapper quand elle dépasse une certaine pression, il n'est pas possible de décrire ça, d'expliquer ça autrement que c'est pour empêcher que la machine n'explose quand il y a trop de pression. Il n'y a pas moyen de le faire. Et la preuve, disait-il, c'est que quand on fait une description purement physique, en termes de cause et d'effet, on ne peut pas parler de la valve. Et on n'en parlait pas autrefois. C'était un truc qui avait l'air empirique. On ajoutait ça pour que ça explose pas, mais on ne pouvait pas l'expliquer dans les termes de la physique. Alors voilà, on est dans un monde où on ne peut pas mettre entre parenthèses les finalités. Et on ne peut pas mettre, nous, surtout, le fait que nous sommes conscients de ce qui se passe. Et que quand nous pensons à la mort statistique, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question où est-ce que je me situe par rapport à ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, bien sûr, ce processus de mourir? Et quand on nous explique comment on meurt du coronavirus, du Covid-19, ça n'a pas l'air particulièrement sympathique comme un moyen de passer par la sortie. Et donc voilà, la mort statistique en arrière-plan et la nôtre, celle à laquelle nous pensons, celle en particulier qu'on ne peut pas s'empêcher de mettre à l'avant-plan. Parce que c'est elle qui nous dit si on n'est pas en vie, il n'y aura pas d'économie nous fait dire aussi, vous les riches, vous pouvez faire ce que vous voulez, quand devant une épidémie, vous pouvez vous isoler, vous pouvez mettre tel ou tel endroit, mais c'est comme la mort rouge chez Edgar Poe. C'est l'histoire c'est pendant la peste, si je m'en souvenir, je n'ai pas répété, si je m'en souvenir, on fait une fête au château parce que les châtelains se sont protégés et que voilà, que tous les gens bien se sont protégés et qu'ils font une grande fête, un grand bal masqué et si je m'en souvenir, au matin il n'y a plus personne parce que voilà, la mort rouge était venue déguisée.
au bal. Voilà, on va arrêter là-dessus. Allez, à bientôt. On va continuer à réfléchir parce que voilà, le monde est en train de changer et la bonne chose là-dedans, c'est que nous comprenons tous individuellement et le monde autour de nous comment ça marche en réalité, ce qui est jamais une mauvaise chose. Allez, à bientôt.